Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le groupe Vive avec ESS France. Vous êtes donc sur la plateforme GoToWebinar, ce qui implique que les participants ont leur micro et leur caméra coupés. Néanmoins, n'hésitez pas à poser des questions via l'onglet questions ou à chatter. Tout au long de ce webinaire, il y aura des temps de questions-réponses avec les participants. Et donc, vous pouvez tout à fait poser toutes les questions que vous avez en tête. Je vais maintenant laisser la parole à Émilie Banny-Dussolier qui vous expliquera tout simplement la suite des opérations et comment va se dérouler ce webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Et un dernier élément, ce webinaire est enregistré et son replay sera certainement diffusé. Merci encore à toutes et à tous et je te laisse la parole, Émilie. Merci Pauline, bonjour à toutes et à tous. Je suis Émilie Banny-Dussolier, je suis administratrice d'Harmonie Mutuelle et du groupe Vive et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec vous ce soir. Déjà un grand merci aux organisateurs et puis à tous les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils vont relever un petit challenge temporel puisqu'ils ont très peu de temps à chaque fois pour intervenir, mais on a pris le parti en fait d'avoir une exhaustivité de points de vue et d'angles en fait à vous démontrer et on s'attachera en tout cas à la suite du webinaire de faire toutes les mises en relation nécessaires, d'envoyer les liens ou les vidéos voilà qui peuvent vous permettre de satisfaire plus de curiosité par rapport à ce qu'ils vous auront exposé. Donc on est ensemble pour 2 tables rondes jusqu'à 18h30. Je vais tout de suite passer la parole à Stéphanie Goujon, directrice empreinte mutualiste du groupe Vive, et d'Aurore Médieux, responsable transition écologique et économie circulaire de SS France, qui vont introduire l'une et l'autre ce webinaire. Merci Émilie, bonjour à tous. Donc moi je suis Stéphanie Goujon, je suis effectivement directrice empreinte mutualiste du groupe Vive et je voulais vous partager 3 choses en 90 secondes pour bien respecter le timing que nous a donné Émilie. Je démarre par 3 chiffres, je n'essaye pas de parler trop vite non plus. Premier chiffre, c'est 58%. Il y avait une étude cet été du National Climate Change qui était parue, relayée dans le monde, qui disait que 58% des maladies infectieuses sont aggravées par le dérèglement climatique. Voilà, premier chiffre. Deuxième chiffre, plus 68%. Plus 68% de mortalité liée à la chaleur, d'après une étude publiée par The Lancet en partenariat avec l'OMS il y a une quinzaine de jours. Vous voyez que les chiffres montent, c'est comme la chaleur. Et dernier chiffre, 71%. 61% des Français sont inquiets de l'impact du changement climatique sur leur santé. Ce chiffre-là, c'est une étude en fait que le groupe Vive a mandaté avec Via Voice. Donc, deuxième chose à vous livrer au-delà de ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes, et je pense que Nicolas Leblanc rebondira là-dessus avec brio tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un lien entre dérèglement climatique et santé, et bien sûr les mutuelles acteurs de la santé et de la protection sociale globale ont un rôle prioritaire à jouer. Et plus globalement, c'est probablement un sujet sur lequel toute l'économie sociale et solidaire peut vraiment être fer de lance. Parce que c'est une économie de proximité, parce que c'est une économie de solution, c'est une économie qui met au cœur de ses préoccupations l'humain, mais aussi le respect de l'environnement par tout le volet circulaire, que je pense que ma collègue, pour cette séquence introductive, va bien sûr relayer. Donc, je pense que c'est très important aussi de vous livrer qu'on va parler de solutions également aujourd'hui, pas uniquement des problèmes et des diagnostics, et qu'il y aura beaucoup de témoignages pour rendre justice aussi à la thématique qui a été choisie pour ce mois de l'ESS avec le groupe Vive, qui est la transition écologique. Et la dernière chose, c'est peut-être de vous livrer une citation qui m'a marquée d'Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU. On peut pas dire que ce soit l'ONU, c'est pas les dangereux activistes climatiques, hein, mais qui disait la crise climatique, elle nuit non seulement à la santé de notre planète, mais aussi à celle de tous ses habitants. Voilà, donc je pense que le lien il est fait désormais. Les mutuelles ont un rôle à jouer, l'ESS a un rôle à jouer. Voilà, c'est un beau débat qui s'ouvre à nous aujourd'hui dans ces 2 tables rondes animées par Émilie. Et je te tends le micro virtuel et je me pose sur mon micro. Voilà.
Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, je rappelle juste aux participants que pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez interagir avec nous à travers le fil de discussion. Et donc, on récupérera quelques questions, messages, en tout cas, entre les deux tables rondes pour faire du lien. Et je passe la parole à Aurore Médieux. Merci Midi, bonjour à toutes et tous. Moi, on m'a demandé d'introduire justement pour faire le lien entre ESS et transition écologique dans la mesure où je suis responsable de ce pôle transition écologique chez ESS France, qui est la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. C'est relativement évident en fait quand on travaille avec les structures, puisqu'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'initiatives en faveur de la transition écologique dans les territoires sont à l'initiative de structures de l'ESS. Et ça s'explique assez bien, puisque en réalité ces initiatives prennent naissance auprès de collectifs de citoyennes et de citoyens qui vont identifier dans leur propre territoire un manque peut-être d'activité sur ces questions, en tout cas peut-être un manque de réactivité à l'urgence climatique que l'on voit aujourd'hui, qui vont essayer de s'organiser ensemble pour trouver des solutions très concrètes. Et il se trouve que dans la majorité des cas, quand ces personnes s'organisent entre elles, elles s'organisent sous forme de statut associatif ou coopératif, ou encore on observe aussi de sociétés commerciales de l'ESS. Donc on va avoir dans les 5 familles de l'ESS, ces familles qui vont être vraiment sur des solutions cœur de métier. Et puis de fait, les mutuelles, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir un webinaire organisé par le groupe VIF ce soir sur ce sujet, sont de plus en plus concernées de toute façon par ces questions, même si elles ne vont pas être en direct sur l'agriculture ou sur le réemploi des équipements, puisque on voit bien qu'il va y avoir des impacts très forts en matière de santé. Et même sur des questions d'assurance. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir, notamment par la question des risques climatiques. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi à pouvoir transformer ces offres pour pouvoir répondre à cette crise climatique aujourd'hui qui nous touche toutes et tous. Sur les questions en particulier de santé, on peut beaucoup relier les choses en matière de transition écologique à la question des pollutions au sens large, et beaucoup aussi à la question de l'alimentation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il est inscrit alimentation et santé dans la première partie de cette table ronde, enfin dans la première table ronde. Et sur ces questions-là, l'ESS, elle est aussi pionnière de solutions de solutions concrètes, puisqu'on va avoir à la fois des structures comme Terre de Liens, par exemple, et Passeurs de Terre du mouvement Terre de Liens a remporté le prix de l'ESS et de la transition écologique, et le prix lui a été remis la semaine dernière au moment du lancement du mois de l'ESS. En fait, là, on va être sur des formes très intéressantes où on peut mobiliser l'épargne des citoyennes et des citoyens pour faciliter l'accès au foncier agricole à des nouveaux agriculteurs et agricultrices qui ne seraient pas issus de familles d'agriculteurs et donc qui pourraient avoir besoin d'avoir un accès plus facilité à cette terre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une forme de contrat d'engagement en contrepartie, puisque les exploitants de ces terres-là auront l'obligation de s'engager à travailler sous le label pour produire de l'agriculture biologique. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un engagement à pouvoir contribuer à une agriculture de qualité. On va avoir d'autres exemples très intéressants où on va utiliser le maraîchage biologique au service de l'insertion par l'activité économique avec des réseaux comme le réseau Cocagne qui vont essayer de redonner du sens à des personnes éloignées de l'emploi par l'outil de production agricole. Et ça a beaucoup de sens aussi pour eux de pouvoir contribuer ensuite à produire des paniers solidaires à destination de personnes défavorisées et qui peuvent du coup avoir accès à l'agriculture biologique peut-être plus facilement que si ces solutions n'existaient pas. Et puis je vais prendre un dernier exemple, mais j'en oublie évidemment, mon but n'était pas d'être exhaustive, mais vraiment de faire le lien avec ces différents sujets. On a un certain nombre de structures de l'ESS aujourd'hui qui se positionnent sur ce qu'on appelle les questions de sécurité sociale alimentaire, qui est un énorme sujet. Encore plus dans une période comme celle que l'on vit actuellement où on a une crise du pouvoir d'achat, c'est-à-dire comment garantit-on l'accès à toutes et tous à une agriculture de qualité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à la fois des groupes un petit peu type think tank ou des structures d'aide à l'accès à l'alimentation, d'aide alimentaire en gros, se posent ces questions-là à différents niveaux. Ça veut donc dire qu'il y a un vrai besoin de réfléchir à ces notions et de trouver un cadre
juridique et plus formalisée sur justement cette notion de sécurité sociale alimentaire, à savoir donc alors peut-être que le terme vous choquera sur les questions de mutualité et de sécurité sociale au sens large, mais l'idée derrière, c'est pas tant le terme que l'idée, à savoir en fait comment on accompagne toutes les personnes, quel que soit leur revenu, à pouvoir accéder à une agriculture de qualité et donc à une alimentation de qualité. Voilà pour cette introduction, pour montrer un petit peu la diversité des actions que peut mener l'économie sociale et solidaire sur ces questions en lien avec l'alimentation et la santé. Merci beaucoup, Aurore, d'avoir introduit ce webinaire avec nous. Et pardon, Émilie, je me permets juste de dire que Carteco, qui est la carte qui référence l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire actrices de la transition écologique, vient justement depuis 1 mois de référencer la thématique agriculture et alimentation, et que donc nous invitons toutes les structures. Pour le moment, on est en train de monter en puissance progressivement. On a 2 régions, Normandie et Île-de-France, qui ont déjà fait un référencement un petit peu conséquent de structure. D'autres chambres régionales de l'ESS sont en train d'y travailler. Et donc, on invite évidemment toutes les structures de l'ESS qui agissent sur ce secteur d'activité à se référencer pour être identifiées, notamment pour être identifiées dans le cadre des achats socialement et écologiquement responsables, pour faire le lien avec la commande publique et les entreprises qui ont besoin de trouver des fournisseurs sur ces questions. Merci beaucoup, Aurore. Et je vous propose de démarrer la première table ronde, donc avec vraiment une fabuleuse introduction du sujet sur alimentation et santé. Et donc, c'est Nicolas Leblanc qui interviendra en premier, suivi de Valérie Gramont. Donc, Nicolas Leblanc, vous êtes médecin conseiller du groupe Vive et auteur d'un ouvrage sur santé, les inégalités tuent avec Alfred Spira. Et donc, vous allez nous poser un petit peu le contexte entre réchauffement climatique et impact sur la santé, avec la question du déterminant de santé sur l'alimentation. À vous. Merci Émilie, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravi d'être là parce qu'on parle de santé sans parler de soins et dans la période, c'est intéressant de bien comprendre que la santé, derrière la définition classique de l'OMS, un état complet de bien-être physique, psychique et social, se cache, on va dire, des histoires de vie qui commencent avant même que la maladie soit là. Bien sûr, elles se poursuivent quand la maladie est là et ce qui détermine la santé consiste en de multiples facteurs qui interviennent avant même qu'on ait besoin du soin. Finalement, la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain, comme disaient les ancêtres, et ça se travaille. Alors pourquoi? Simplement, un corps humain, c'est quand même très complexe. Et c'est un système énergétique, c'est un système de communication interne, externe, c'est un système de mobilité, c'est un système de relations. Et vous connaissez tous derrière les appareils qui sont mobilisés, l'appareil digestif, l'appareil immunitaire, l'appareil neurologique, etc., etc. Et donc, cette complexité-là fait qu'elle fonctionne, fait que le corps humain fonctionne ou dysfonctionne pour notre bien-être ou notre mal-être, et en relation avec l'environnement au sens premier du terme. Et cet environnement, il est fondamental parce que finalement la santé, c'est la somme de comportements et d'expositions, pourrait-on dire. Et on peut y rajouter, bien sûr, de ce qui nous constitue, à savoir notre génétique et les éléments biologiques corrélés. Et donc, les comportements sont multiples, ils sont soumis eux-mêmes à l'environnement, notamment à des environnements sociaux, mais qui font partie des facteurs de risque environnementaux. Fumer dans les années 50, c'était quelque chose d'extrêmement valorisé socialement. Ça allait moins après un travail considérable en santé publique. Pour prendre un exemple simple. Donc, les comportements et les expositions conditionnent notre état de santé, de telle sorte à ce que la maladie arrive le plus tard possible et que l'espérance de vie, qui est le bon indicateur, soit la meilleure possible, et si possible sans incapacité. Donc les expositions, elles sont multiples, elles sont physiques, chimiques, biologiques. Alors il y a bien sûr les expositions physiques classiques, en dehors de les modifications du climat, mais c'est la réaction au froid, les radiations, etc., etc. Mais les modifications climatiques, et les spécialistes du climat pourraient l'expliquer encore plus en détail, font qu'on est face à des modifications de ces expositions.
physique. Par exemple, on parle sur les températures, on parlait d'exposition au froid, c'est l'hiver 54 de l'abbé Pierre. Maintenant, on est sur des mortalités accrues liées à la chaleur et aux épisodes caniculaires de chaleur extrême. 19 000 morts pardon, pour la canicule de 2003, avec généralement des surmortalités pendant que les étés se réchauffent, qui sont de plusieurs milliers à chaque année quasiment. Les expositions chimiques, et là, c'est tout le secteur des pollutions. Pollution de l'eau, pollution de la nourriture, et des expositions biologiques qui sont liées à des modifications de niches écologiques qui font que les maladies infectieuses peuvent se développer ou se modifier. Je vais vous donner 2 exemples. C'est le moustique tigre qui maintenant est présent dans 70% des départements français et qui donne quelques maladies dites autochtones et plus d'importation, comme le chikungunya, etc., etc. Toutes ces maladies qui étaient exotiques jusqu'à un certain temps. Il y a eu des premiers cas autochtones cet été en France. Et puis la maladie de Lyme avec une modification du vecteur qui sont des tiques et qui fait que c'est une maladie assez rare il y a 20 ou 30 ans qui est en train de prospérer sur l'ensemble du territoire. Donc on voit bien que quand on parle de santé, et les changements environnementaux, ils sont d'ordre biologique et au sens large du terme, climatique avec tout ce que ça impacte sur la chaîne du vivant, mais aussi sur la question des comportements sociaux. Et ça, c'est important. Si on doit donner quelques chiffres, la santé est un fait social pour 2/3 de ses déterminants. Et il y a 33% de ce qui détermine les espérances de vie et leurs différences est lié à la biologie et à l'accès aux soins. Donc, sa biologie, sa génétique et l'accès aux soins représentent 33% des déterminants de santé. Tout le reste, ce sont des déterminants sociaux et environnementaux. Les conditions de travail, le niveau d'éducation, etc., etc., etc. Et ce qu'on sait, et on l'a étudié avec Alfred Spirin, épidémiologiste de renom, dans le bouquin, c'est que les modifications environnementales, elles ont 2 impacts en termes d'inégalité de santé. La première chose, c'est le fait que les personnes les plus vulnérables socialement sont plus vulnérables d'un point de vue sanitaire aux modifications environnementales. Elles sont plus sensibles, puisque plus vulnérables, plus sensibles aux pollutions, plus sensibles aux accès de chaleur. C'est très simple. Quand vous vivez dans une tour en haut au 30e étage d'une tour et que vous êtes dans une passoire thermique comorbide, parce qu'il y a plus de comorbidité, obèse, diabétique, etc., vous avez plus de risque de subir la canicule que quelqu'un qui est en pleine forme dans une maison climatisée. Premier exemple. Donc, le changement environnemental induit des inégalités de santé qui seront liées à la vulnérabilité. Et la deuxième chose, qui est un facteur de risque pour les populations les plus vulnérables aussi, la deuxième facteur de risque de ces inégalités, c'est le fait d'avoir moins de degrés de liberté pour s'extirper de ces changements environnementaux. Je reprends cet exemple, quand vous êtes au 30e étage d'une tour en passoire thermique et que vous n'avez pas de maison secondaire, vous subissez pendant tous les épisodes caniculaires les méfaits et les risques induits par cette canicule, alors que si vous avez une maison secondaire ou que vous ne vivez pas dans les mêmes conditions, vous pouvez, si vous avez accès aux aménités, si vous pouvez aller vous rafraîchir tout un temps, si vous avez une famille, du lien social qui vous permet de vous extirper de ce facteur de risque, eh ben, vous subirez moins, vous avez plus de degrés de liberté pour vous soustraire de ce facteur de risque. Et donc, on voit bien que les changements, les règlements climatiques et globalement toutes les modifications environnementales, mais j'y rajouterai les modifications liées à l'environnement social sont fondamentales, sont un facteur de risque vraiment majeur en termes de santé, qui va devenir de plus en plus important et qui va potentiellement nourrir les inégalités sociales de santé qui sont extrêmement fortes. Donc, travailler sur une meilleure compréhension de la santé environnementale, c'est aussi donner les moyens de pouvoir gérer les impacts en santé et notamment en termes d'égalité face à cette capacité à pouvoir gérer un état complet de bien-être physique et psychique et social, comme on l'évoquait en début d'intervention. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais les déterminants de santé sont avant la maladie, les questions environnementales au sens large, y compris l'environnement social, sont fondamentales et elles sont devant nous quant à la manière de pouvoir réduire si possible l'impact de tous ces changements sur la bonne santé de nos concitoyens. Parfait, sur le temps, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour vraiment d'avoir posé le sujet comme ça. Valérie, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous? Oui. On va vous passer la parole tout de suite, en fait, après Nicolas. Eh bien, merci. Merci, Nicolas. Maintenant, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est comment est-ce que concrètement,
à l'établissement de l'Arbizon, on a lié la santé, l'alimentation et le service aux bénéficiaires. Alors, notre établissement de l'Arbizon, c'est un SSR de 96 lits avec 4 lits identifiés, soins palliatifs. On fait de l'hospice complet, de l'hospice temps partiel et on prend des patients essentiellement polypathologiques et avec 2 secteurs en oncologie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité, sous l'impulsion du groupe MGN, avec l'accompagnement du responsable pôle hôtelier, retravailler, repenser nos circuits de production, de transformation et de distribution au niveau de la restauration? C'est un projet qui a pris en tout 2 années. 2 ans, ça peut paraître long, mais en fait, pour accompagner au changement et pour convaincre et pour lever tous les freins, eh bien, il faut être patient et tenir sa ligne de conduite. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord priorisé les circuits courts pour les approvisionnements des produits, pour l'utilisation des produits locaux, c'est-à-dire manger local. Donc l'établissement est à Bagnères de Bigorre. Concrètement, eh bien, à l'établissement, au SSR, on mange des yaourts de ferme locales. On achète de la viande locale, produit localement, et on se procure des légumes de coopératives locales. Sur les légumes, je fais un petit lien avec ce que disait Aurore tout à l'heure. On travaille avec un ESAT sur la réinsertion à l'emploi. Résultat, en termes d'impact environnemental, nous avons moins d'emballage plastique, moins de transport et une satisfaction dans l'assiette avec des produits de saison. Deuxièmement, l'établissement a aussi accompagné l'ensemble des professionnels sur ce projet par le biais de formation. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas imposer le changement. Pour conduire ce changement au sein de l'établissement, il faut aussi convaincre et accompagner par des formations. Donc, nous avons formé les cuisiniers, le personnel hôtelier avec des formations sur place pour réapprendre à travailler les produits frais, à les sublimer et à les mettre en valeur dans l'assiette. Ça veut dire que, en résultat, on a eu un plaisir pour les cuisiniers de retrouver un travail de produits frais, de produits locaux, de qualité. Une fierté aussi pour les cuisiniers de participer au parcours de soins. C'est-à-dire que l'alimentation fait partie aussi du parcours de soins et du séjour du patient, qui peut durer en établissement sur 21 à 60 jours. Un parcours de soins pour satisfaire le patient. Il faut savoir qu'on a eu aussi un challenge assez important. C'est pour ça aussi que le projet a pris son temps, puisque vous connaissez peut-être le contexte difficile de recrutement au sein de la restauration. Donc, nous sommes là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en cours de stabilisation de l'équipe. Ensuite, ça suffit pas d'accompagner en formation les hommes, ça suffit pas de redire on va faire et on va acheter des produits locaux, mais il faut aussi investir. Donc, on a investi dans du matériel qui permet de travailler des cuissons de nuit, ce qui signifie économie d'énergie. On a supprimé les grands pianos avec le gaz pour mettre des sauteuses connectées indépendantes avec un lien par le biais de plateformes. On maîtrise donc les temps de cuisson. On a des produits avec des cuissons de nuit, donc des produits tendres, des produits fondants dans l'assiette. Je le sais parce que en fait, j'y goûte. J'y goûte tôt le matin et j'y goûte tôt le soir. Ça veut dire qu'on s'engage entièrement dans le projet. Donc, on a renouvelé les 100% du matériel. Le tunnel de lavage a aussi été entièrement renouvelé, ce qui dégage aussi des économies d'eau. Et ce qui a un impact aussi en termes de qualité de vie au travail et de sécurisation des professionnels dans le lever, mais aussi l'utilisation de l'huile, par exemple, pour faire les frites. Maintenant, sur l'impact pour le patient, le moment du petit déjeuner, du repas, du goûter, ce sont des moments qui vont rythmer la journée de soins. Mais ce sont aussi des moments et surtout des moments qui vont procurer du plaisir. Le plaisir des yeux, le plaisir du goût, les souvenirs aussi d'un bon plat. Je pense à Bagnères de Bigorre, la spécialité, c'est la garbure. Donc moi, à la suite d'une garbure, j'entends, et les professionnels de santé entendent les patients échanger sur la garbure, sur la viande qui a été mise, sur la sauce. Donc, ça permet de recréer aussi du lien social. Des discussions aussi entre patients et professionnels, ce qui veut dire qu'on a aussi travaillé sur le management au sein de l'établissement pour décloisonner. À terme, on travaillera des offres
diversifier pour des petits déjeuners salés. Par exemple, je pense aux patients qui ont l'habitude de prendre le matin un petit déjeuner salé. Et puis ensuite, les machines investies nous permettent de fabriquer des goûters maison, des 4 quarts au citron, des 4 quarts au chocolat, des compotes maison, des fruits frais pressés maison. Donc fini les petits gâteaux sous plastique, donc moins de plastique. Fini les petits packs de jus de fruits. On s'est engagé dans ce lien entre santé et alimentation, mais ça nous a aussi permis de maîtriser nos coûts. Ce qui est important aussi pour un établissement de l'économie sociale et solidaire, c'est de maîtriser aussi ses coûts. Donc moins de gaspillage alimentaire, une production au plus près. On a redéfini nos profils des mangeurs et on adapte à chaque patient. Résultat, à aujourd'hui, au bout de 2 ans, avec un accompagnement de proximité du responsable pour l'hôtelier, le patient peut se soigner et manger sain. Il peut manger frais et il peut manger local. Et pour un établissement situé à Bagnères de Bigorre, c'est très important de manger local. Le professionnel cuisinier, lui, il peut cuisiner des produits frais, il utilise un matériel performant, ergonomique et surtout, il retrouve de la créativité et du plaisir de retravailler dans de la restauration collective. Donc, on est aussi sur une revalorisation des métiers et une marque employeur. Les professionnels de santé, ils reconstruisent le lien entre le soin et l'alimentation. Un travail interdisciplinaire a été indispensable. L'établissement a conforté, je dirais, son modèle solidaire et responsable sur le territoire, avec des producteurs locaux, avec les liens politiques sur le territoire, avec une cuisine possédant des plats typiques, par exemple, on sert de la garbure, la tourte, le fromage pasteurisé, et l'établissement a réduit son impact environnemental, avec moins de gaspillage. Pour terminer rapidement et respecter le temps qui m'est imparti, parce que je pourrais en parler longtemps, comme ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce projet, les quelques conseils, c'est définir clairement ses objectifs, de s'armer de patience pour accompagner les équipes. Il ne suffit pas d'une directrice, on amène les hommes, on amène les femmes à adhérer au projet. Il n'est pas porté simplement par la direction, mais il doit être porté par l'ensemble des professionnels. Garder un accompagnement de terrain avec une expertise de terrain et puis je dirais savoir goûter tôt le matin les plats, goûter tard le soir les plats et les faire goûter aux professionnels, goûter les viandes tendres des cuissons de nuit aux professionnels. Moi j'ai redécouvert la cuisson de nuit et faire goûter aux professionnels parce que c'est en embarquant les professionnels qu'on va embarquer l'ensemble de l'établissement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Valérie pour la démonstration de la transformation que vous avez opérée à l'Arbizon. C'est vraiment passionnant de voir comment vous avez vraiment collectivement relevé ces défis. On a eu des questions dans les commentaires sur si vous aviez constaté une amélioration sur le gaspillage alimentaire, mais vous en avez dit un mot. Et une question aussi de l'impact potentiel sur les coûts d'achat des produits alimentaires. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette question? Oui, en exemple concret sur le gaspillage. Donc, depuis 1 an, on pèse systématiquement à la sortie et à l'arrivée au niveau du ramassage et du dérochage. On estime à 30% de baisse du gaspillage alimentaire. Donc là, sur l'année 2022, on est à une baisse de 30% de notre gaspillage alimentaire. Sur la maîtrise des coûts, en fait, concrètement, en sortant de l'alimentation agro-industrielle, on a réduit nos coûts. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on achète sur le territoire et en proximité que l'on paye plus cher. Au contraire, parce que derrière, on a redéfini nos profils de mangeurs et derrière, on travaille avec nos fournisseurs locaux. Alors, ça implique un impact, c'est-à-dire que le fournisseur local, c'est un engagement qu'on prend. Si je prends l'exemple des yaourts, concrètement, on ne peut pas commander toutes les semaines en fonction du nombre de patients, le nombre de yaourts. Il faut s'engager dans une commande régulière. C'est-à-dire que quand on va faire du sourcing auprès des producteurs, on prend un engagement auprès du producteur local d'avoir des commandes régulières. Ça, c'est un engagement important. Donc, ça demande une gestion beaucoup plus fine de nos commandes. Mais on maîtrise nos coûts et on ne dépense pas plus cher.
Ok, merci beaucoup Valérie pour ces précisions. Sur la clôture de cette première table ronde, on a un petit temps, voilà, où on peut vous adresser des questions ou des commentaires. Et je voulais repasser la parole à Nicolas Leblanc. On avait un commentaire dans le fil de discussion d'un ou d'une des participants sur la question de la protection sociale au sens large, avec l'idée qui est promue par le BIT, le Bureau international du travail et des Nations unies sur le socle de protection sociale qui comprend aussi justement cette question de l'alimentation, du logement. Est-ce que vous avez un mot à partager sur le sujet avant qu'on enchaîne sur la deuxième table ronde? Ben, merci déjà pour la question. Moi, alors, je n'ai pas en tête le socle et le périmètre du socle dont il est fait mention là. La question globalement, c'est que la protection sociale, c'est par rapport à des risques. Les systèmes de protection sociale adressent des risques sociaux. Ceux qui sont très connus, c'est comme dans notre pays, qui est un des pays qui est les mieux protégés d'un point de vue systémique. C'est le risque maladie, le risque grossesse, le risque retraite, le risque famille et puis plus ou moins le risque emploi. Il n'est pas forcément classé systématiquement dans la protection sociale. On voit bien qu'à travers ces risques-là, en France en tout cas, on a un niveau qui est un des meilleurs au monde et qu'on a malgré ce des inégalités sociales de santé qui sont majeures. Je le mentionnais tout à l'heure, 5% d'espérance, et pour l'illustrer de manière très claire, c'est 5% des personnes, des hommes les plus riches par rapport aux plus pauvres. Il y a 13 ans d'espérance de vie, de différence d'espérance de vie entre les deux. Donc on a un très bon système de protection sociale. Pourquoi il ne fonctionne pas à plein en termes de réduction des inégalités? C'est-à-dire qu'une partie de nos concitoyens n'ont pas accès à la santé qu'ils pourraient revendiquer. C'est parce que les déterminants de santé sont en dehors des risques adressés par le système de protection sociale. C'est santé au travail, c'est le niveau d'éducation, c'est le logement, c'est les conditions de vie en général, c'est le lien social, c'est etc. La pauvreté, la capacité à pouvoir avoir les revenus de subsistance de base. Et donc, ça, le système de protection sociale l'adresse très peu et je ne crois pas que la question du socle dont il est fait mention, puisqu'on est dans les organisations internationales, BIT et ONU, soit suffisant pour que la France puisse s'inspirer de ce socle-là de manière puissante pour réduire ces inégalités sociales de santé. C'est bien au niveau international, mais ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, en tout cas les questions environnementales, on revient sur la nutrition, j'ai donné un exemple puisque j'ai la parole encore pour 35 minutes, c'est ça puisque j'ai la parole, reprenons sur les questions nutritionnelles, puisque après cette belle présentation de Valérie qui nous a fait voyager dans le sud-ouest, c'est la sédentarité et l'obésité sont des éléments corrélés en France et qui ne cessent d'augmenter, notamment chez les jeunes, mais pas que. On a un nombre de Français en surpoids qui est colossal. On est à plus de 40, je crois que c'est 40%, enfin c'est colossal. Et pourquoi? Parce que les comportements ont changé, de vie ont changé, les comportements alimentaires, mais aussi les comportements on est beaucoup plus sédentaire et donc il y a de multiples éléments qui viennent expliquer ça et puis après il y a les questions des pollutions, je reviens pas sur les questions des pesticides etc. et des perturbateurs endocriniens. Donc on voit bien qu'à un moment donné, si on veut agir, il faut qu'on prenne les risques de santé là où ils sont, en dehors d'un système de protection sociale tel qu'il est paramétré aujourd'hui dans notre pays. Et la question alimentaire et agricole est fondamentale puisqu'il s'agit de produire localement des produits de qualité avec des circuits de distribution différents et une manière de traiter les produits qui est différente quand il s'agit d'aller cuisiner après. Donc, c'est tout le système qui doit être re-questionné pour pouvoir essayer de retisser dans les territoires des éléments qui ressemblent peut-être plus à ce qu'on vivait que les anciens vivaient, mais avec la connaissance actuelle et sans doute un dispositif qui est très différent. Et je ne crois pas que ce soit le socle du BIT ou de l'ONU qui va nous aider à passer ce cap-là, même si c'est une avancée internationale importante, que de faire en sorte que les citoyens du monde puissent bénéficier d'un système de protection sociale. C'est évident. Merci pour le partage, Nicolas. Merci beaucoup à tous les deux déjà pour cette première table ronde que vous nous avez permis d'aborder sur les questions alimentation et santé. Je voudrais préciser aux participants que
On pourra vous transmettre voilà d'autres informations plus précises sur ce sujet et sur les intervenants si vous le souhaitez donc après le webinaire. Valérie donc est directrice du centre mutualiste l'Arbizon. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver sur internet pas mal d'informations autour de ce qu'elle a partagé avec vous. Et puis pour clôturer voilà cette première table ronde, eh bien j'ai envie de vous mentionner aussi le lauréat des prix ESS dans la catégorie transition écologique cette année qui a été remis par ESS France. Qui est une association, non, c'est une coopérative, excusez-moi, c'est une SIC qui s'appelle Passeurs de Terre. Et donc, on avait invité Philippe Jaunet à pouvoir vous en dire deux mots, mais je vais le représenter puisque voilà, il est sur le terrain, comme on dit. Et donc, c'est une SIC qui est rattachée à la fédération Terre de Liens également, et donc qui promeut l'accès au foncier pour les personnes, les agriculteurs qui veulent s'installer en agriculture biologique. Et donc, ils travaillent sur un territoire bien précis pour pouvoir lever des fonds de manière solidaire et donner accès et transmettre à la fois la possibilité de louer par le biais d'un bail spécifique des terres et donc d'avoir accès, de travailler sur le foncier. Voilà, donc il y a une vidéo qui est disponible sur le site Moi et Prix ESS que vous pouvez découvrir si vous n'avez pas déjà découvert avec les réseaux sociaux qui ont tourné depuis la semaine dernière pour le lancement du mois de l'ESS. Et je vous propose de passer donc à notre deuxième thématique qui est davantage sur infrastructure et climat. Donc on est toujours sur l'impact en fait du dérèglement climatique sur la santé, mais on va davantage aborder la question notamment du logement, du bâti, etc. Et donc je vais passer la parole à Karim Oulkassi. Vous êtes directeur scientifique pour le groupe Vive et directeur de la fondation MGEN. Donc, vous allez nous parler justement de la question du développement d'offres de soins, de comment concilier les questions de déterminants de santé, de logement avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, Karim, c'est à vous. Oui, parfait. Bah, écoutez, est-ce que vous m'entendez tout d'abord? On vous entend bien. Très bien. Bah, moi, je ne vois personne parce que l'écran est figé, mais si vous m'entendez, vous me voyez, bah, écoutez, c'est le principal. Écoutez, en tout cas, bonjour à tous. Je suis ravi également d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, comme cela a été évoqué, le changement climatique affecte la santé des populations de manière inédite, et ce, en agissant sur les déterminants de santé qui ont été évoqués par Nicolas. Donc, les impacts du changement peuvent être directs, liés à l'augmentation des températures. C'est ce que nous avons tous connu durant les vagues de chaleur, qui sont donc à l'origine d'une surmortalité par des phénomènes, par exemple, d'hyperthermie, de déshydratation. Donc, c'est ce que l'on appelle le stress thermique dans un jargon médical. Les températures extrêmes peuvent aussi aggraver l'état de santé des personnes malades, hein, que cela soit les patients atteints de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires ou même, et on a tendance à l'oublier, des maladies neuropsychiatriques. Donc le stress thermique que j'ai évoqué est plus présent dans les secteurs défavorisés, dans les grands centres urbains, où on retrouve un ensemble de conditions qui sont corrélées à ce que l'on nomme l'index d'inconfort thermique élevé. Donc c'est tout simplement des logements mal isolés, des quartiers qui sont plus minéralisés et pollués, en général à proximité des routes, des autoroutes et en tout cas sans lieu public pour se rafraîchir. Autre chose que l'on peut évoquer, c'est les fortes précipitations qui sont également liées, je dirais, au réchauffement climatique. Et donc, ces fortes précipitations qui engendrent une aggravation des inondations, des crues, eh bien là encore, certaines zones sont plus exposées que d'autres. Notamment là où les sols sont imperméabilisés, comme encore une fois dans les espaces urbanisés que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors je ne serai pas exhaustif sur l'ensemble des effets directs du réchauffement climatique, mais juste on a tendance à oublier tout simplement l'exposition aux UV et les risques accrus de cancer de la peau liés à cela.
Alors j'ai évoqué là des effets directs, il y a aussi des effets indirects du réchauffement climatique. L'augmentation des allergies, de par l'augmentation, je dirais, des agents pathogènes qui sont produits par les végétaux et donc qui sont modifiés là encore par le réchauffement climatique. La pollution, ça a été évoqué tout à l'heure, donc le phénomène du smog qui est combiné à des températures extrêmes, qui va toucher des personnes en particulier, typiquement ceux qui font leur jogging dehors, les enfants et les gens, encore une fois, atteints de maladies chroniques notamment. Donc ce smog provient notamment, je dirais, des émanations industrielles, des véhicules de moteur, qui sont eux-mêmes à leur tour pourvoyeurs de réchauffement climatique. Donc on a un cercle vicieux comme ça qui se met en place entre pollution et réchauffement climatique. Donc j'ai évoqué la pollution extérieure, mais encore une fois, on a tendance à sous-estimer cette fois la pollution de l'air intérieur. Et donc pour évoquer le domicile qui sera évoqué tout à l'heure par Arcade Vive, juste pour rappel, nous passons 14 heures par jour en moyenne chez nous et l'air n'est pas toujours de bonne qualité. Voilà, on peut être exposé à des polluants, des moisissures, des matériaux de construction, des meubles, des produits d'entretien, des peintures. Et à ce titre, je vous invite à aller sur le site de la Fondation d'entreprise MGN pour la santé publique où nous avons publié un certain nombre d'études en lien avec l'INSERM, justement sur les effets des polluants intérieurs sur les risques de décompensation et les risques de l'asthme par exemple. Et donc, il s'agit d'agir sur la qualité de l'air intérieur, sur le bâti pour améliorer la santé de ce point de vue-là. Voilà, en travaillant par exemple sur les conditions d'aération, sur l'exposition aux substances. Et on voit bien finalement que cette problématique d'aménagement de l'habitation face à la pollution intérieure fait écho aux problématiques d'adaptation des logements au réchauffement climatique. Et donc on comprend dès lors que les actions sur l'habitat doivent s'inscrire dans une problématique plus globale de l'aménagement du territoire, que cela soit les politiques du transport, des mobilités, de l'enfance, de la culture, des politiques de la ville, du logement, de la cohésion sociale, sans être exhaustif. On peut ainsi citer les actions de développement de la nature en ville, que cela soit en végétalisant les toits, en tenant compte de l'ensoleillement, des ombres portées, de la circulation de l'air et l'utilisation des matériaux dans les constructions d'une manière générale. On pourrait aussi citer les écoquartiers de ce point de vue-là. Donc juste, j'aimerais revenir sur un élément qui a été évoqué par Nicolas en conclusion. Donc, il a évoqué le fait que le changement climatique est un facteur de vulnérabilité des populations, de vulnérabilité sociale. En effet, les impacts du réchauffement climatique sont modulés en fonction de nos conditions sociales, des conditions d'habitat, des inégalités économiques, puis aussi d'accès au système de santé. Donc l'accès aux soins, donc je rappellerai de manière triviale que les différentes conséquences potentielles en matière de santé que j'ai évoquées se traduiront par une augmentation de l'utilisation du système de santé, soulevant la question de l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Alors, donc le système de santé comme solution par rapport aux problématiques de santé évoquées, mais il ne faut pas oublier que le secteur de santé contribue également grandement aux émissions des gaz à effet de serre. Il y a un certain nombre d'études qui estiment que finalement le système de santé contribue à hauteur de sa part dans le produit intérieur brut dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut considérer que 10 à 12% de l'émission des gaz à effet de serre sont liées au système de santé en tant que tel. Et donc, oui, les établissements produisent des gaz à effet de serre de par leur chauffage, leur ventilation, la climatisation, les chaînes d'approvisionnement, les transports des patients, du personnel, etc. Il faut rappeler que les hôpitaux, par exemple, sont souvent le principal employeur sur un territoire donné. Et donc, il s'agit d'interroger aussi les composantes structurelles et non structurelles des établissements de santé en termes d'architecture, en termes de bâti, en termes de planification, de gestion du personnel, d'accès sur les lieux de travail et de transport d'une manière générale. Et donc, je dirais que le secteur de santé a un double rôle finalement. Un rôle, je dirais, de réduction de la production locale de gaz à effet de serre
et un deuxième rôle de meilleure préparation pour les événements extrêmes qui seront à la fois plus fréquents et plus sévères. Et donc le système de santé doit être à la fois un acteur de la décarbonisation, mais également un acteur d'une meilleure santé publique. Donc voilà ce que je peux vous dire en 5 minutes. Et en tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous sur ces thématiques de réchauffement climatique en lien avec le bâti et en lien avec le système de santé d'une manière plus générale. Merci beaucoup, Karim, pour votre intervention bien complète. Quand on a préparé ensemble ce webinaire, vous m'avez dit aussi que ce qui était important pour vous, c'était d'envoyer des messages aussi positifs dans les endroits où on intervient sur ces questions d'impact sur la santé, de dérèglement climatique qui sont assez anxiogènes, de pouvoir dire et rappeler qu'on a tous une capacité d'agir et puis que dans l'ESS, c'est aussi un de nos fondements, en tout cas dans les structures, d'aller travailler avec les personnes, avec les bénéficiaires pour travailler sur leur capacité d'agir, chacun là où ils sont. Donc, ça revient à l'intervention de Stéphanie Goujon au démarrage de dire qu'on était aussi orienté solution en réalité, que le webinaire aujourd'hui, il a cette vocation de pouvoir montrer des exemples précis d'initiatives qui se font. Et donc, on en verra encore dans la suite des interventions. Je passe la parole à Noam Léandri. Vous êtes secrétaire général de l'ADEME. Et donc, si on se projetait en 2050, on revient sur la question du logement face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui en matière de transition écologique. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec nous? Merci, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Merci pour votre invitation. Donc voilà, je voulais vous encourager à vous projeter en 2050 lorsqu'on aura atteint la neutralité carbone. Vous savez, c'est notre objectif national, puis également européen, puis on espère bientôt mondial, d'arriver à la neutralité carbone en 2050, ce qui nous permettra d'éviter un réchauffement très fort de la planète qui fera elle sera plus fait vivable, en tout cas pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on change nos comportements et qu'on change pas mal de choses. Donc, on a fait travailler une centaine d'experts à l'ADEME pour imaginer quelle serait la France en 2050, qui serait neutre en carbone, et on a dressé 4 scénarios. Scénarios qui jouent sur soit plus de sobriété, soit plus de technologie verte de préférence pour pouvoir essayer de réduire notre impact ou de compenser notre impact. Ça, c'est plutôt le rôle des technologies. On compense, on imagine qu'un jour, peut-être, en mettant le paquet sur la recherche et développement, on aspirera dans l'atmosphère tout le CO2 qu'on a émis depuis 100 ans. Soit on fait de la sobriété, c'est-à-dire qu'on revient à la Terre et on réduit fortement notre impact. Et puis, il y a des scénarios un peu plus médians qui jouent sur ces deux facteurs. Sur le bâtiment en particulier, je vous invite à vous projeter en 2050. Vous rentrez chez vous, mais en fait, chez vous, c'est pas que chez vous. Chez vous, c'est de la cohabitation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit que la taille des ménages diminue progressivement chaque année. C'est lié à la fois au fait qu'il y ait de la décohabitation. Les ménages sont de plus en plus petits, à l'allongement de la durée de vie aussi des ménages. Il y a de plus en plus de personnes seules qui vivent longtemps. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a un impact massif en termes d'artificialisation des sols ou en besoin de logement. Donc du logement, c'est aussi du ciment, donc c'est quand même aujourd'hui 40% de la consommation de l'énergie, c'est le secteur du bâtiment. Une grosse partie de l'impact, le ciment, ça a un impact en CO2 extraordinairement élevé, à la fois parce qu'il faut chercher des matériaux, puis ensuite on les fait chauffer à très forte température, donc c'est extrêmement énergivore. Donc le secteur du bâtiment a un impact très important, donc il faut le réduire. Donc pour le réduire, comme je disais, il faut déjà réduire cet effet de réduction de la taille des ménages. On est à peu près à deux personnes en moyenne par logement. Il faudrait réussir à l'augmenter de 10 à 20%. Alors, on va pas faire, comme j'ai vu ça sur Twitter, un petit malin s'était dit que si vous ne trouvez pas un conjoint, l'ADEME vous en tirera un par hasard. Non, l'ADEME va pas vous attribuer un conjoint au hasard pour pouvoir réduire votre impact CO2. Mais l'idée est bonne, c'est-à-dire, disons, la logique est bien celle-ci, c'est-à-dire qu'il faut réussir à partager des choses avec d'autres. Et donc, ça passe soit par le fait de faire de la cohabitation, de partager des pièces, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un espace pour vos vélos, il faut peut-être qu'il soit partagé à d'autres. Il y a des équipements ménagers qui peuvent aussi également être partagés. J'aime bien cette image de la perceuse. J'imagine que vous savez pas combien de temps une perceuse fonctionne dans toute sa durée de vie.
que c'est assez marquant. Une perceuse, si vous en avez une chez vous, et c'est d'imaginer combien de fois vous l'avez utilisée, combien de temps elle a tourné. Ben, en moyenne, c'est 5 minutes. Dans toute sa vie de perceuse, elle va tourner que 5 minutes. Nous, on voit l'intérêt de partager des choses, mais c'est valable pour des perceuses, pour des frigos, des congélateurs, tout l'équipement électroménager que vous pourriez avoir en commun. Ça, j'ai parlé du fait de partager, de cohabiter. Il y a aussi le fait qu'il va falloir réduire la part de maisons individuelles construites dans les nouvelles constructions, les constructions neuves de logements, parce que ça contribue à l'artificialisation. Si moins de maisons, ça peut être aussi des espaces partagés, hein, comme je l'évoquais juste avant, mais en tout cas, on a un enjeu. Aujourd'hui, c'est presque la moitié des constructions neuves sont des maisons individuelles en France. Il faut qu'on réduise. Sur nos scénarios, c'est entre 15% et 30%, mais en tout cas, il y a besoin de réduire cette part. Et puis enfin, pour pas être trop long, il y a toute la méthode de construction maintenant ou de rénovation qu'il va falloir complètement revoir. Alors j'en discutais avec des assureurs du bâtiment. Alors vous n'êtes pas assureur du bâtiment, mais je peux vous dire que ça pose des questions juridiques quand même extrêmement complexes. Hein. Ils se disent mais alors comment je vais faire pour assurer un bâtiment qui a utilisé des matériaux de réemploi pour la construction, par exemple, c'était de la laine de verre qui a été récupérée sur des chantiers. Est-ce que je suis assuré? Est-ce que c'est bien conforme aux règles de l'art, etc. Donc ça pose beaucoup de questions juridiques en termes de couverture assurantielle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir avoir plus de matériaux biosourcés, hein, des isolants biosourcés, plus d'ossature bois, de construction à partir de bois, puisque le bois, c'est neutre en carbone, c'est dès lors qu'on replante ce qu'on a coupé. Et puis, plus de réemploi. Aujourd'hui, c'est un objectif. Hein, 90% des déchets du BTP doivent être réutilisés. Il va y avoir une éco-contribution, comme vous avez aujourd'hui l'éco-contribution sur l'électroménager que vous voyez là quand vous payez une éco-taxe sur votre frigo, sur votre téléphone portable, etc. Ça va être appliqué l'année prochaine sur tous les matériaux de construction. Quand vous allez acheter votre sac de ciment, maintenant, il y aura 50 €, pas encore, qui sera appliqué au sac pour avoir une filière de recyclage et de réemploi de tous ces matériaux. Donc, ça va changer quand même fortement nos habitudes et j'espère que ça permettra effectivement de contribuer à ce monde neutre en carbone en 2050. C'est celui sur lequel on a planché et on espère qu'on y parviendra. Parce que de toute façon, si on n'y parvient pas, on aura de sacrés gros problèmes. Merci beaucoup, Noam, pour l'intervention très claire et précise à la fois sur les enjeux, en tout cas, du logement. Et puis, comme on a dit qu'on était aussi orienté solutions vraiment concrètes, j'accueille avec nous Lorraine Ventier, qui prend la suite. Donc, vous êtes responsable projet à la direction Habitat du groupe Vive et vous allez nous parler du label Logement Santé. Oui, bonjour, merci Émilie et merci aux intervenants précédents qui ont vraiment très bien introduit le sujet, puisqu'on va rester dans cette thématique avec une illustration concrète avec le label Logement Santé. Donc le label Logement Santé, c'est un label qui a été créé par le groupe Vive et le groupe Arcade Vive. Donc je rappelle, le groupe Arcade Vive, c'est le 4e opérateur de logement social en France. Et il a rejoint en 2019 le groupe Vive, donc premier acteur mutualiste. Donc cette réunion, c'est d'abord le partage d'une conviction, c'est qu'on peut améliorer la vie par l'habitat, qu'on peut préserver et améliorer la santé des habitants, parce que comme ça a été dit précédemment, on passe en moyenne 16 heures par jour dans son logement, donc c'est un lieu qui compte pour la santé, qui est évidemment fondamental. Donc, ce travail qui a été mené par le groupe Vive et le groupe Arcade Vive s'est appuyé sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle le logement est un déterminant de santé. Et comme ça a été dit, santé prise au sens large, c'est-à-dire l'absence de maladie et une santé physique, psychique et sociale. Et donc, c'est bien à partir de tous ces critères que donc ce label a été conçu. Donc, ça a été l'association des expertises métiers et habitat du groupe. Et donc, en 2022, ce label a été lancé. Donc, ce label, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une démarche innovante, hein, c'est une démarche d'innovation sociale et qui s'inscrit dans un process d'amélioration continue et qui s'est construit, on va dire, sa particularité, c'est de travailler à la fois sur des éléments du bâti, c'est-à-dire comment on va concevoir le logement, et puis la dimension service, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir apporter aux habitants une fois qu'ils vont vivre à l'intérieur de leur logement. Donc, il a été construit autour d'un triptyque. C'est comment
on va améliorer la vie des habitants en leur procurant des éléments pour une vie plus saine, c'est-à-dire donc travailler vraiment sur les facteurs de prévention, des éléments pour une vie plus attractive, plus désirable, c'est-à-dire dans un cadre de vie qui va être favorable à leur santé au sens large, et puis une vie plus résiliente. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui sur le dérèglement climatique, c'est comment on va aussi leur apporter de la protection autour de leur logement sur des phénomènes qui sont en train d'être de plus en plus forts à l'extérieur, hausse des températures, mais aussi phénomènes climatiques extrêmes, tels que ça a été cité par Karim sur notamment, par exemple, les inondations. Donc, c'est un label qui a été créé pour le logement neuf et qui va prochainement aussi évoluer pour s'adapter à des projets de réhabilitation. Donc, ce label, il est construit autour de 40 engagements. Donc, concrètement, de quoi il va s'agir, en fait. On va travailler sur le bâti, c'est-à-dire qu'on va concevoir des logements qui vont utiliser plus de matériaux biosourcés pour une meilleure qualité de l'air, pour un meilleur confort thermique. On va travailler sur la luminosité pour avoir un sentiment de bien-être. On va plutôt produire des logements qui vont être traversants pour pouvoir permettre de la luminosité, mais aussi une meilleure ventilation naturelle. On va travailler sur la qualité de l'air avec des systèmes plus innovants en termes de ventilation aussi mécanique lorsque c'est nécessaire en fonction du lieu dans lequel vont s'implanter ces bâtiments. On va travailler sur la partie service, je le disais tout à l'heure, en proposant aux habitants des services pour les accompagner dans leur vie autour des thématiques de santé, avec des informations santé qui vont leur être apportées, donc par exemple en lien avec les sujets environnement et santé. On va leur apporter des services d'écoute, de conseil et d'accompagnement avec une mise à disposition, une ligne téléphonique qui va pouvoir leur apporter des informations, et puis tout un panel en fait de services aussi qui vont aller autour de la mise à disposition du matériel médical ou de l'accompagnement de la téléassistance. Voilà, donc ce sont des dispositifs qui seront proposés aussi à la carte aux habitants dès lors que les logements seront livrés. Donc, tous ces dispositifs sont proposés, donc je le disais, dans le cadre de logements neufs qui sont en train d'être produits. Donc là, on n'a pas de retour d'expérience encore puisqu'on est au stade de la production. Donc, pour des logements, je rappelle qu'ils sont des logements, tout type de logements, familiaux, pas forcément des logements seniors. J'ai cité quelques dispositifs qui concernent plutôt les seniors, mais ça va concerner n'importe quel habitant dans ces logements. Logements jeunes aussi, donc logement senior, logement familial. L'objectif, c'est de produire à peu près 1000 logements d'ici 2024. Le groupe Arcade Vif s'est engagé à doper sa production sur ces logements santé dans les années qui viennent, et puis aussi donc à promouvoir en fait un petit peu cette thématique. On sent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer sur ces sujets-là, une attention forte autour de la question de la santé environnementale. Et donc, le projet, c'est aussi de pouvoir faire évoluer ce label, ce référentiel et ce label dans les temps à venir, notamment pour doper la dimension résilience en fonction des nouveaux besoins qui sont émergents sur ces thématiques-là. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, j'étais très rapide. Il y aura peut-être des questions pour compléter. Je vous remercie pour votre attention et pour la proposition d'avoir pu présenter ce label aujourd'hui. Merci beaucoup, Lorraine. C'était vraiment parfait. On n'hésitera pas s'il y a des questions dans le fil de commentaires. Là, on m'a adressé quelques questions qui étaient destinées à l'ADEME, mais voilà, Noam Léandri devait nous quitter à 18h, donc on se chargera d'adresser les questions et puis de pouvoir d'une manière ou d'une autre vous adresser des précisions. Merci beaucoup à Lorraine pour cette présentation sur comment le logement, c'est aussi un rôle en matière de prévention. Et puis, votre invitation aussi que vous faites aujourd'hui, puisque c'est un webinaire à destination des acteurs de l'ESS, de pouvoir se rapprocher en tout cas du groupe VIV pour pouvoir contribuer aussi à l'amélioration de nos pratiques sur les besoins des bénéficiaires finaux et des besoins sur les territoires. Je passe la parole à Clément Morillon de la Croix-Rouge. Bonjour Clément.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du département Affaires publiques donc pour la Croix-Rouge française. Et vous allez nous parler de l'intervention de la Croix-Rouge qui a l'habitude d'intervenir dans des situations de crise, d'urgence, parfois extrêmes, donc de faire le lien entre les questions climatiques et puis voilà cette intervention d'urgence. Et puis j'en profite aussi pour remonter une question qui est apparue dans le fil de discussion un peu plus tôt. Peut-être que vous aurez quelques éléments à nous donner. En tout cas, je vous l'adresse et puis on verra si jamais on a des réponses maintenant. Mais quelqu'un posait la question de savoir si on avait constaté des déplacements de population en France suite aux épisodes de crise climatique qui se sont produits cet été. Donc j'imagine qu'on fait référence notamment aux questions de canicule, d'incendie. Un peu plus tôt dans l'année, on a connu quand même des inondations dans certains départements. Et donc voilà, effectivement, c'est une question intéressante puisqu'elle se pose à l'échelle planétaire. On peut imaginer, on peut s'interroger sur est-ce qu'on observe ce constat dans notre pays. Donc je vous laisse la parole, Clément. Merci beaucoup. Très bonne question. Merci, Émilie. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, la question qui nous a été posée, c'est pourquoi est-ce qu'une association humanitaire comme la Croix-Rouge se mobilise également sur ce sujet. On a vu beaucoup de choses avec les précédents intervenants, les conséquences liées au changement climatique et des solutions pour y faire face. Je vais rentrer un petit peu dans quelques exemples, peut-être, des situations d'urgence. Et puis, j'espère que c'est une intervention qui rebouclera avec l'introduction de Stéphanie Goujon sur les impacts du changement climatique, mais aussi sur le rôle de nos organisations ESS, puisque nous sommes dans le mois de l'ESS. Alors, pourquoi la Croix-Rouge se mobilise? D'abord parce que nous observons au quotidien les conséquences des changements climatiques. En 2020, en 2021 et en 2022, ça a été des années de mobilisation exceptionnelles pour notre association. Alors, il y a évidemment la crise sanitaire, il y a la crise humanitaire liée à l'Ukraine, mais il y a également de nombreuses urgences liées aux conséquences des changements climatiques. Je vais en citer quelques-unes pour vous montrer que ça concerne tout le territoire, France et Outre-mer. Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020, cyclone Batiraï à La Réunion en janvier 2022, tempête Eunice dans le Nord en février 2022, et puis évidemment les feux de forêt en Gironde cet été auxquels on pense toutes et tous. Je vais donner quelques chiffres. Près de 450 bénévoles ont été mobilisés pour accompagner les populations. Des bénévoles venus de 20 départements parce que localement on n'avait pas nécessairement la capacité de réponse et qui ont permis d'ouvrir 6 centres d'hébergement. Ça montre l'importance du dispositif qui a été mis en place cet été. Au niveau international, on partage bien sûr les conclusions du rapport qui a été publié il y a quelques jours par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, juste avant la COP27 bien sûr. Et c'est un rapport qui souligne l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'adaptation au changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle la Croix-Rouge française appelle à engager cette adaptation. D'abord parce que nous devons nous préparer à la multiplication et à l'intensification des crises. J'en ai cité quelques exemples. Vous trouverez plusieurs chiffres et plusieurs éléments dans le rapport prospectif qui a été édité par la Croix-Rouge française avec Futurible, qui s'appelle Anticiper 2030. On reprend par exemple des données de la Fédération française des assurances, qui estime que sur la période 2020-2050, la facture des sinistres climatiques pourrait doubler par rapport aux 30 années précédentes et passer à 143 milliards d'euros d'ici 2050. Autre exemple, selon le CNRS, une crue centenale en Île-de-France pourrait provoquer des évacuations de plus de 700 000 personnes. Alors, pour l'instant, je n'ai que des chiffres sur les déplacements de population liés aux crises à l'instant T, mais la question était assez juste. On peut anticiper éventuellement de potentiels déplacements de population liés à l'anticipation de ces crises également. Alors, pour engager l'adaptation, il y a 2 volets que je voudrais détailler. D'abord, celui de la capacité de transformation des organisations de l'ESS elles-mêmes. Je pense que c'est une force pour nos organisations. La Croix-Rouge française, c'est 100 000 volontaires, 60 000 bénévoles, 17 000 salariés, 20 000 étudiants. Donc, si ces 100 000 volontaires eux-mêmes s'engagent sur l'adaptation au changement climatique, vous imaginez la capacité de transformation que cela représente. On a l'adaptation, mais on s'engage également sur l'atténuation, en particulier dans cette période où nous recherchons des plans de sobriété. On a cette capacité de transformation interne et puis on a aussi un rôle à jouer à l'externe et c'est là-dessus que je vais détailler un petit peu la fin de mon propos. Sur nos champs d'activité, pour la Croix-Rouge, ça repose sur notamment 3 piliers. D'abord, le développement du lien social. C'est important de parler des infrastructures. On a vu l'enjeu du logement tout à l'heure,
mais il y a aussi le lien social qui a un rôle important à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Je cite souvent l'exemple des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers de Paris réalisent annuellement près de 500 000 interventions. Il y en a 20% de ces interventions qui sont à caractère social et qui concernent des personnes isolées. Sur ces 20%, dans 70% des cas, les sapeurs-pompiers estiment que l'aide d'un voisin ou d'un passant aurait pu s'y faire. Ça montre bien finalement que le lien social, dans 70% des cas, il peut résoudre la problématique rencontrée par la personne. Et à la Croix-Rouge française, on l'observe notamment en période de canicule pour les personnes isolées et les personnes âgées. Donc, premier levier, développer le lien social. Deuxième levier, très Croix-Rouge, c'est de généraliser la formation aux gestes et comportements qui sauvent. Je vais revenir sur l'exemple de la tempête Alex que je vous ai cité dans les Alpes-Maritimes. On a vu à cette occasion des populations qui ont eu des mauvais réflexes. Celui de descendre au garage pour aller mettre à l'abri son automobile. Celui de sortir pour filmer ce qui se passe. C'est des mauvais réflexes qui mettent en danger les populations. Il y a un vrai besoin de former et de sensibiliser les populations aux gestes et comportements qui sauvent. Et puis, il y a des enjeux de préparation au niveau local. Lors de la tempête Alex, certains gymnases qui ont été mis à disposition des personnes évacuées étaient en zone inondable. Donc, on a dû réévacuer des personnes des gymnases dans lesquels on les avait hébergées en urgence. Donc, on voit bien ici qu'on a des vrais leviers de préparation des populations. Pour la Croix-Rouge, l'objectif, c'est 80% de la population formée aux gestes et comportements qui sauvent, et c'est de mettre en place une coordination nationale et locale de la préparation aux crises. Et puis, dernier volet qui est important et qui concerne les jeunes, c'est tenir compte des enjeux de bien-être psychologique et de santé mentale. Il y a évidemment les déplacements de population, mais il y a également le phénomène de l'éco-anxiété. Il y a une étude récente du Lancet de septembre 2021 qui montre que 84% des jeunes se disent inquiets face au phénomène du changement climatique et plus de la moitié se sentent en colère, coupables ou impuissants. Et finalement, en conclusion, ça fait le lien avec ce qui a été dit sur la capacité d'agir. Le vrai risque, c'est l'impuissance. Et l'adaptation au changement climatique, c'est redonner de la capacité d'agir aux populations. C'est un appel qu'on a lancé lors de la rédaction d'un rapport qui s'appelle « Comment soigner une humanité à plus de degrés ?» parce que même à plus de degrés, on a des enjeux liés au changement climatique et à la santé, et on l'a vu notamment avec les différentes interventions. Donc, merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci beaucoup Clément. Je remonte le fil de discussion. Il y a des questions pour Lorraine sur le label logement santé. Lorraine, je vous propose de vous remettre à l'antenne pour prendre deux questions. Donc, une sur l'impact sur le coût au mètre carré dans la construction de logements sociaux s'il y a une prise en compte du label logement santé. Et la deuxième question qui est sur le label en lui-même, est-ce que le label est une propriété du groupe Vive ou s'il est ouvert et partagé? Oui, très bien. Merci pour ces questions. Alors, je ne sais pas si la question sur les coûts a été posée par quelqu'un qui travaille dans le secteur de la construction. Vous savez que la question des coûts est particulièrement problématique en ce moment pour plein de raisons. Je n'ai pas de réponse vraiment très précise à cette question parce qu'en fait, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Donc, je dirais que nous, par rapport aux observations dans le groupe Arcade Vive, je vais dire un chiffre, mais il a plein de guillemets parce que tout dépend des éléments que je vais vous donner juste après. Il serait autour de 2%, mais tout dépend des référentiels qui peuvent déjà être pris dans les opérations. Est-ce que l'opération est déjà NFHQ ou pas? Est-ce qu'elle répond à la réglementation énergétique 2020 ou la RT 2012? Enfin voilà, tous ces sujets-là sur la partie bâtie et sur la partie service, en fait, on ne peut pas quantifier l'apport de services par rapport à des mètres carrés. Et ces actions, on va dire, sur la partie service et lien social, il y a des services qui sont proposés par le groupe Vive, notamment le service écoute santé que j'ai cité tout à l'heure, qui sont des services clés en main et que les opérateurs de logement social achètent. Et puis, il y a des services de lien social qui seront mis en œuvre par les équipes, en fait, d'accompagnement social du bailleur, par exemple, pour mettre en place des initiatives dans la résidence autour du sport. Voilà, c'est des choses que j'ai pas eu le temps de citer, mais c'est des choses qui font appel aussi à des métiers qui sont déjà présents dans l'organisme. Et donc, toutes ces actions vont permettre la labellisation, mais toutes ne seront pas quantifiables en euros par rapport à un prix au mètre carré. En tout cas, il y a une très forte vigilance qui est apportée là-dessus parce que il y a cette volonté en fait d'apporter ces éléments de qualité sur les logements
du groupe Arcade Vive, mais il y a aussi bien évidemment la volonté de ne pas renchérir les coûts et de rendre ces opérations possibles. Donc, on est très, très attentif à tout ça. Et du coup, sur l'autre question, sur l'attribution du label, enfin la propriété du label, aujourd'hui, le label, en fait, c'est une propriété du groupe Vive. L'exploitation du label, elle est aujourd'hui exclusivement mise en œuvre par le groupe Arcade Vive. On va dire c'était la base du démarrage. J'en profite aussi pour dire que cette attribution, en fait, ce label, il est contrôlé. Hein, donc, le groupe Vive vérifie en fait les engagements, la mise en œuvre des engagements dans les projets pour attribuer le label. Il y a une opération de vérification qui est opérée par un vérificateur externe. Il y a un comité de labellisation qui est là aujourd'hui pour garantir, on va dire, les grands éléments de cohérence en fait qui ont été souhaités dans le label. Alors demain, c'est la question, l'ouverture à d'autres acteurs du logement, ça fait partie des éléments qui sont dans les tuyaux, dans les réflexions. Voilà, donc s'il y a des candidats intéressés, il faut aussi se manifester. Merci beaucoup. On se chargera de récupérer justement. N'hésitez pas à nous écrire dans le fil de discussion si vous avez envie d'avoir plus d'informations ou être mis en relation éventuellement avec Lorraine ou d'autres personnes sur le sujet. On fera ça à l'issue du webinaire. Merci beaucoup Lorraine d'avoir repris la parole. Je vous propose de passer à nos derniers intervenants. Donc, c'est Jade Catio et Xavier. Alors, excusez-moi, j'ai pas le nom sous les yeux. J'ai plus ma bonne feuille. C'est Xavier Raby-Lemoine. Voilà. Donc, ils vont ensemble intervenir pour présenter un dispositif autour duquel ils travaillent tous les deux. Donc, Jade, vous êtes coordinatrice sociale pour l'ALFI, Association pour le logement des familles et des isolés. Et donc, vous avez organisé un trophée de l'innovation sociale dont l'association Logicité est lauréate. Et donc, je vous laisse tous les deux, Jade d'abord, je crois, prendre la parole autour du sujet qui vous réunit tous les deux. Oui, merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, avec Xavier, on va vous présenter le projet qu'on est actuellement en train de mettre en place au sein d'une résidence. Donc, avant ça, on va quand même vous présenter les missions de nos structures respectives, donc à savoir pour ma part l'ALFI et pour Xavier Logicité. Donc, l'ALFI, c'est l'association du groupe Arcade Vive. Elle intervient pour le compte de ses adhérents et les ESH du groupe Arcade Vive et elle est également gestionnaire de structures temporaires et médico-sociales situées en Île-de-France, en Bretagne et en Normandie. Depuis quelques années, elle se développe de plus en plus en province. Actuellement, donc, elle gère 21 résidences jeunes actifs, un foyer jeunes travailleurs, une résidence accueil et 8 pensions de famille pour un total d'environ 1900 logements. Voilà pour la petite présentation de l'ALFI. Xavier, je te laisse faire Logicité. Bonjour à tous. Logicité, c'est une structure de Croix-Rouge Insertion qui fait elle-même partie de la Croix-Rouge française. Croix-Rouge Insertion, c'est national. Il y a une douzaine d'établissements partout en France qui ont chacun des cœurs d'activité différents, mais qui ont tous en commun l'insertion professionnelle. Logicité, on est basé en Île-de-France et on lutte contre la précarité énergétique via l'expertise de nos salariés en parcours d'insertion. C'est-à-dire qu'on recrute des personnes éloignées de l'emploi, on les forme au métier chez nous, d'une part médiateur en économie d'énergie, donc pour réaliser des diagnostics énergétiques, que je détaillerai un peu plus tard, et de l'animation, donc de la sensibilisation aux économies d'énergie. Et ça, ce sont nos animateurs qui la font. Et au-delà de ça, on accompagne nos salariés vers des emplois durables en fonction de leur projet professionnel. Ok, donc là, on va vous présenter le projet. Donc, ce projet, il est financé par Action Logement. Et il a pour but de sensibiliser les jeunes aux économies d'énergie.
Donc, il aura lieu dans un premier temps au sein d'une résidence jeunes actifs située dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, cette structure accueille des jeunes célibataires sans enfants qui sont âgés de 18 à 35 ans. Ces jeunes peuvent éprouver différentes difficultés, notamment pour accéder à un logement autonome, parce qu'ils ont des difficultés budgétaires, parce qu'ils ont des difficultés d'insertion sociale, une instabilité professionnelle, un parcours d'errance, un manque d'autonomie dans leur quotidien, ça peut être aussi de l'isolement et des problèmes de santé qu'on peut observer de plus en plus depuis la crise du Covid. Ce projet a également émergé en raison de la situation climatique actuelle et de la hausse du coût de l'énergie qui est supportée par le gestionnaire et donc l'ALFI. Il faut savoir que dans les résidences, les jeunes payent une redevance mensuelle, donc qui comprend le montant d'un loyer et un forfait pour des charges qui restent fixes, quelle que soit la consommation réelle du jeune en termes d'énergie. Donc ce projet a différents objectifs. Donc d'une part, c'est de sensibiliser le public accueilli aux économies d'énergie, pour qui la dépense énergétique n'est pas une priorité dans leur quotidien du fait des différentes problématiques que j'ai pu vous citer précédemment. C'est aussi de les aider à comprendre leur consommation d'énergie afin qu'ils puissent apprendre à mieux la maîtriser ultérieurement. Et c'est aussi d'inciter les jeunes à adopter des éco-gestes dans leur quotidien. La maîtrise des dépenses en énergie leur permettra de se maintenir durablement dans leur logement, notamment en limitant leurs charges énergétiques, parce que le travail des travailleurs sociaux de l'ALFI, c'est d'amener les jeunes vers l'autonomie afin qu'ils puissent intégrer un logement durable ensuite. Et donc, généralement, ce sont des jeunes qui intègrent le parc social et donc pour qui les charges d'énergie peuvent être vraiment une surprise pour eux, vu qu'ils étaient auparavant dans une structure pour qui le montant de la redevance ne variait jamais. Voilà pour les différents objectifs du projet que l'on porte avec Xavier. Je te laisse peut-être présenter les différentes actions qui vont être mises en place, Xavier. Oui, tout à fait. Et Jade a raison, le challenge, c'est de faire passer tous ces messages d'éco-gestes et d'économie d'énergie à des personnes qui ne payent pas leurs factures. Et pour ça, on a mis en place différentes actions. D'une part, des animations collectives avec deux thématiques. Une animation collective sur les économies d'eau et l'autre sur les économies d'énergie. À chaque fois, c'est sous la forme de stand un peu ludique pour essayer de rendre le sujet plus parlant auprès du public. Ces animations, elles vont permettre de lancer le projet de diagnostic énergétique au sein des ménages. Ça, c'est des visites à domicile au sein du logement qui sont effectuées par nos médiateurs en économie d'énergie, pendant lesquelles on va analyser le bâti, la ventilation, l'équipement électroménager, les habitudes de consommation. Le tout dans un objectif de donner des conseils pour aider les personnes à comprendre leur consommation d'énergie et les maîtriser. Donc, d'une part, juste sur les consommations d'énergie, mais également sur le confort dans le logement. Toutes les questions de ventilation qui sont primordiales sur la santé et qui sont pas tout le temps maîtrisées. Voilà, parce qu'on va boucher la ventilation, parce qu'il y a un courant d'air. Ça, c'est des gestes qu'on rencontre souvent et qu'il est très important de sensibiliser à ce niveau-là. On va également donner du matériel économe qui permettra d'améliorer le confort dans le logement et de réduire les consommations. Donc voilà, ces visites, elles sont très complètes. Elles comportent un volet social, donc qui vont en lien étroit avec les travailleuses sociales de l'ALFI. On va pouvoir adresser des problématiques sociales précises des résidents de l'ALFI, avec des orientations judicieuses, une communication entre nos médiateurs et les travailleuses sociales pour repérer des situations à risque et qu'on pourrait adresser avant que ça n'empire. Voilà pour les diagnostics et le projet se terminera par un porte-à-porte de sensibilisation au tri des déchets effectué par nos animateurs. Voilà, donc le projet il va durer 6 mois environ et il commencera dans les semaines à venir.
Et l'objectif, c'est ensuite de le déployer sur l'ensemble des résidences gérées par l'ALFI et éventuellement de les déployer également dans le parc locatif du groupe Arcade Vive pour sensibiliser les locataires. Voilà. Merci. Merci beaucoup Xavier et Jade pour la présentation de ce dispositif et des actions de sensibilisation que vous menez à l'égard des résidents. Et bien, il nous reste à clôturer en fait ce webinaire et je voulais vraiment vous remercier toutes et tous les intervenants d'avoir tenu très précisément vos timings et de nous avoir donné à chaque fois le goût d'aller chercher un peu plus loin sur vos différentes initiatives, dispositifs, structures dans lesquelles vous intervenez. Merci beaucoup aux organisateurs, que ce soit du côté de SS France et aux équipes du groupe Vive qui ont brillamment réussi à faire de ce temps un temps très, très intéressant. Le seul bémol, c'est tout juste cette frustration finalement du distanciel où en plus, voilà, on a beaucoup moins d'interaction avec les participants, mais je prendrai connaissance de l'intégralité des échanges et on fera le nécessaire avec les collègues de SS France pour revenir vers vous et éventuellement apporter des précisions et pourquoi pas voilà, organiser autre chose pour creuser l'un ou l'autre sujet et trouver des terrains de coopération. Je suis vraiment ravie de ce webinaire qui, je trouve, avait vraiment une teinte positive dans ces sujets qui sont pas toujours simples à envisager. Et puis, j'ai envie de vous laisser avec une touche peut-être plus théorique et philosophique, en tout cas, qui, si ça vous parle, vous irez voir de quoi il s'agit. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Amartya Sen, qui a été prix Nobel en 98 du Nobel de l'économie pour sa contribution à l'économie du bien-être et qui a théorisé des choses autour de la capacité. Alors, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, capacité d'agir, orienter solutions, comment on accompagne les personnes. Je crois que c'est vraiment fondamental et dans l'ESS, c'est des choses qu'on a à cœur de faire. Et en tout cas, autour de ce sujet de capacité des personnes, Amartya Sen dit qu'on n'apprécie pas seulement la question des inégalités sociales par rapport à la question des ressources monétaires, en fait, qui sont inégales dans la population, mais aussi dans la manière dont ils peuvent se saisir justement de solutions, de capacités d'agir, etc. Et donc, voilà, vous avez tous démontré, et puis dans l'ESS, on le démontre souvent, et c'est l'occasion du mois de l'ESS de le mettre en lumière, qu'on est à la fois au contact des besoins des personnes et des territoires, tout ça dans l'objet d'accompagner des mouvements pour les transitions écologiques et sociales en tout cas. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.